Salut à tutti, bienvenue sur IHTL pour suivre ce nouveau numéro de Rivista consacré aux commentaires de l'actualité de la semaine. Et sur ce plateau aujourd'hui, Guillermo Padovani de Corse Matin. Bonsoir Guillermo. Bonsoir. Un autre Jérôme Souzine de RCFM. Salut à boy. Et notre invité Stéphane Henez, un bâtonnier d'Ajaccio que je salue également. Bonsoir. Alors cette semaine a été marquée par le drame survenu à Bastia, cette fusillade dont le bilan est dramatique, 2 morts, un agent de l'Office de l'Habitat, le tireur lui s'est suicidé et 5 blessés dont certains ont été grièvement atteints. Une querelle de voisinage qui perdurerait depuis des années serait à l'origine de ce coup de folie. On écoute à ce propos le procureur Caroline Tarot. Un différend qui remonterait à 5 ou 6 ans et qui porterait peut-être sur une histoire de chien, mais tout cela reste bien évidemment à confirmer. Voilà ce que je peux vous indiquer à ce stade. Sur cet homme, est-ce qu'il était connu de chez vous? C'est quelqu'un qui a déjà été condamné à 2 reprises, à la fois par le tribunal correctionnel d'Ajaccio et de Bastia, pour des faits notamment de violence volontaire avec arme, ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et de menaces de mort, dont la dernière condamnation remontait à 2012. Un commentaire Guillermo Padovani sur ce drame? Un drame qui difficilement, que l'on peut difficilement anticiper. C'est toujours pareil. Il y a parfois des coups de folie. On entendait ça et là que ça n'arrivait pas qu'ailleurs. Voilà. Malheureusement, Bastia cette fois a été dramatiquement touché. Et des coups du sort, terribles pour une cité, et pour tout un voisinage qui aujourd'hui a été dramatiquement touché. Sous réserve de ce que dira l'enquête, évidemment, on ne peut pas tirer de conclusion en particulier sur les rapports de voisinage, mais de façon générale, le quartier de Montésor n'est pas un quartier à problème, Jérôme Souzine. Non, ce sont des villages, ces quartiers. Hein. C'est d'ailleurs, on joue à la pétanque, il y a des clubs de foot, tout le monde effectivement se connaît. Et Guillermo Padovani disait, moi je pense pas à une fatalité complète de ce genre d'actes ou d'événements. Et il y a eu des précédents, ça a été dit là par la voix de la procureure. Il y a eu 2 précédents, heureusement, qui n'ont pas donné lieu à des tirs. Mais ce monsieur qui a tiré, qui est en arrivé effectivement à un acte irrémédiable de folie, qui aurait pu être bien plus meurtrière que cela, parce que, à un moment donné, il s'est retranché. S'il avait une autre arme qu'un fusil de chasse, on aurait pu craindre un carton autre que cela. Mais il y avait effectivement des précédents. Ce monsieur a été condamné à 2 reprises, des problèmes d'armes. Je sais pas, il faut se poser un peu la question de la suite, peut-être psychologique, voire psychiatrique de ce type de personnes. Et puis c'est aussi, un manque de suivi. Peut-être un manque de suivi et puis peut-être un problème social. Il y a évidemment dans ces quartiers aussi un problème social d'accompagnement. Il y avait ce monsieur qui a été tué, M. Braconne, c'est abominable, c'était quelqu'un de plus que serviable, sportif, comme on les connaît dans beaucoup de quartiers. Ce sont des gens importants, ce sont des gens qui sont pas toujours écoutés. Ils sont la voix de ces quartiers, ils connaissent tout le monde, effectivement, ils sont pas toujours... Je pense que on peut penser, avec nos petits cerveaux, face à une affaire comme ça, qui est colossalement difficile à estimer, à juger et à commenter, on peut penser que le maillon social, c'est-à-dire cette échelle sociale, c'est-à-dire cette présence d'individus, même cette police de proximité qui n'est pas la police qui fait du zèle, mais une police de proximité qui, au-delà de la police municipale aussi, qui, dans les quartiers, peut-être que ça fait défaut, et on peut penser, parce que ce quartier, il y a le jour d'après, et il ne faut pas les laisser comme ça, il va falloir reconstruire, il va falloir peut-être donner des coups de peinture à ces portes de couloir qui sont vertes, c'est affreux. Il faut un peu redonner un peu de vie à cet endroit, parce que là, c'est la mort qui est restée. Dans l'exercice de votre profession, Stéphane Henez, vous avez eu sûrement affaire à ce type de conflit, heureusement moins dramatique. Comment on gère de tels cas pour que ça n'aboutisse pas, ce qui s'est passé à Bastia ? Alors, pour gérer de tels cas, il faudrait que l'institution judiciaire se dote des moyens de le faire. Et je pense que cet échec, ce drame, cette faillite, parce que cette situation est un drame à plusieurs niveaux, un drame pour la famille
des familles endeuillées, un drame pour le quartier, comme vous l'avez rappelé, un drame aussi pour le lien social, parce que dans ces quartiers, on a besoin effectivement de jouer au boule ensemble, de partager le pain, mais aussi de se parler. Et c'est aussi peut-être la faillite du système judiciaire, lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, pour 1 000 € de dépenses publiques, on consacre 4 euros seulement, à l'institution judiciaire, en ce compris le budget de l'administration pénitentiaire. Bon. Moi, j'ai entendu Madame la procureure de la République de Bastia dire que cette personne avait été condamnée à 2 reprises par le tribunal correctionnel d'Ajaccio et de Bastia. Se pose la question de la possibilité matérielle de l'institution judiciaire pour assurer un suivi. Parce que, certes, M. Braconne était un personnage important dans le quartier, mais s'il se retrouve tout seul, et c'est probablement aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas souvent écoutés, s'il se retrouve tout seul, pour ne pas pouvoir accompagner ces personnes et les ramener dans le contrat social, on peut arriver malheureusement à des situations aussi dramatiques. Et surtout, et ça c'est le drame supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, en raison du suicide de la personne qui s'était retranchée chez elle, personne n'aura la réponse à la seule question qui compte finalement, c'est pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là ? Et il y a un travail encore à faire, et nous, avocats, nous accompagnons les personnes que nous défendons devant le juge d'application des peines, qui, en tout cas pour Ajaccio, je le côtoie un peu plus que celui de Bastia, a fait un travail admirable avec les moyens qui sont les siens, mais qui restent des moyens limités. Donc il y a une vraie question à se poser dans la société démocratique qui est la nôtre sur quelle doit être notre contrepartie à ce système-là qui constitue l'un des piliers. Est-ce que le suivi est possible ? Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés pour des violences, pas de ce niveau-là, mais comment on peut ensuite anticiper ? C'est pas possible de suivre tout le monde. Non, par contre, c'est un peu le paradoxe. Je vous coupe la parole. C'est un peu, on ne suit pas quelqu'un qui est potentiellement dangereux, d'évidence. Ça c'est malheureusement à vérifier. Mais on pinaille sur certaines personnes. Je fais allusion aux figettes. Et là, on les lâche pas. C'est-à-dire qu'on leur dit à une époque, bon, vous avez fait ça, donc vous allez faire payer. Vous êtes au figette et si vous n'êtes pas inscrit, si vous vous pointez pas, on vous met des amendes. Et vous n'avez même pas le droit d'avoir un fusil de chasse à la maison. Mais là, on les lâche pas. Mais les individus qui ont des problèmes psychiatriques, et il y en a dans les rues, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, dans les rues d'Ajaccio, dans les rues de Bastia, il y a des gens. Il n'y a pas cette prise en compte de cette urgence psychiatrique, hein, qui est plus que nécessaire, on le voit. Alors il faut rester prudent sur la notion d'urgence psychiatrique. Moi j'ai le souvenir d'une affaire que j'avais eu à traiter où la personne était manifestement plus toute seule. Et nous avions à l'époque, avec le pauvre Antoine Solacaro, plaidé devant le juge des libertés de la détention la nécessité pour lui, non pas d'aller en prison, mais d'aller dans un institut spécialisé. Le juge des libertés de la détention nous avait dit OK. Et lorsque cette personne se rend à l'hôpital psychiatrique de Castellucci, pour ne pas le citer, les médecins disent non, mais vous ne relevez pas de notre compétence. Donc il y a aussi des synergies à mettre en place pour le traitement de ces situations-là et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Après, la vie en société, malheureusement, il faut s'y faire aussi, elle est faite d'aléas. Je peux très bien sortir de votre plateau, je l'espère pas, mais me prendre une tuile sur la tête. Il y a ces notions-là qui font qu'on ne peut pas tout régler non plus. Mais en tout cas, il faut à minima qu'on mette tous les moyens en œuvre. Et j'ai le sentiment diffus, mais néanmoins certain, que les moyens financiers et matériels ne sont pas suffisants. Eh bien, on a la liaison pour la deuxième partie de cette émission avec l'actualité judiciaire extrêmement riche en ce moment, entre réforme de la justice, polémique sur le fameux livre des magistrats, pression sur les jurés et mise en examen d'un avocat, Jean-François Cazalt, il y a 2 semaines, pour modification de scène de crime et détention illégale d'armes, une mise en examen qui a suscité la réaction du barreau et de la Ligue des droits de l'homme. On écoute son défenseur. Le bâtonnier Cazalt essayait de rentrer, il était en voiture dans son parking et il n'a pas pu rentrer donc, dans ce parking parce qu'il y avait une coupure de courant et que donc il s'est retrouvé bloqué à l'entrée du parking de son cabinet. Pour le reste, effectivement, les faits sont contestés, les faits sont expliqués puisqu'il a pris position sur ces faits. Alors Stéphane, c'est une affaire quand même qui arrive au plus mauvais moment pour le barreau d'Ajaccio. Le barreau d'Ajaccio qui est mis en cause dans ce fameux livre, des juges en Corse, et là on accuse un de ses membres de complicité. Oui. Moi ce que je retiens, c'est simplement que mon confrère est mis en examen, et il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'une mise en examen, c'est avant tout une ouverture de droit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon confrère, dont l'honneur et la probité ne sont pas remis en cause à ce stade, va pouvoir bénéficier des dispositions légales et réglementaires lui permettant de faire toutes sortes de demandes. J'ai entendu mon confrère et ami Vigny-Orsett, qui assure sa défense, dire que les faits étaient contestés. J'en prends acte et j'invite d'ailleurs mes confrères à utiliser à plein les dispositions du Code de procédure pénale, parce que devant un magistrat instructeur, lorsqu'on est mis en examen, on peut faire un certain nombre de demandes d'actes, demandes de confrontation, etc. J'ai cru comprendre dans les explications qui avaient été diffusées dans votre journal de 19h que les éléments permettant de confondre mon confrère avaient oscillé au fil du temps, notamment sur des questions de distance. Je ne me prononcerai pas sur le fond du dossier dont je ne suis pas saisi, mais moi je ne considère pas que ça tombe au plus mauvais moment. Les avocats sont des justiciables comme les autres, mais en tout cas ne sont pas des justiciables inférieurs aux autres. Au mauvais moment, parce que ce livre sort en disant finalement le barreau d'Ajaccio il n'est pas très net. C'est ce que dit un certain nombre de magistrats. C'est ce que disent un certain nombre de magistrats. Vous avez contesté lors de la rentrée solennelle. C'est ce que disent un certain nombre de magistrats, ce qui va d'ailleurs, ils vont devoir s'en expliquer, puisque la saisine du Conseil supérieur de la magistrature est en cours. Les magistrats sont tenus à une déontologie, comme les avocats d'ailleurs, et moi je fais partie de ceux qui préfèrent avoir des discussions franches, bien que courtoises, avec les magistrats lorsque nous sommes l'un en face de l'autre, plutôt que d'apprendre 5 ou 10 ans plus tard, à l'appui d'un bouquin dans lequel certains se sont vautrés pour des questions purement d'égo qui m'échappent, qu'un tel Duchemol ou Tartampion aurait eu un comportement indélicat vis-à-vis, non pas d'un dossier, mais vis-à-vis de magistrats. Bon. Les magistrats qui se sont exprimés dans cet ouvrage devront expliquer les raisons qui les poussent à avoir une vision aussi négative de ceux qui contribuent à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire les avocats de la défense. Qu'on accuse un barreau de mettre en œuvre ce qu'on appelle une défense de rupture, il faut s'entendre sur le thème de défense de rupture. Mais plus que ça, de complicité avec les clients. J'y viens. Déjà sur la défense de rupture, parce qu'on dit toujours, voilà, quand on n'a rien à défendre, on fait le procès du procès. Il faudrait, pour aller au fond de la logique, que ces magistrats suggèrent aux législateurs de supprimer dans le Code de procédure pénale toutes les dispositions qui permettent aux avocats de soulever des nullités. Parce qu'une nullité, c'est le procès du procès. Et si un acte est nul parce qu'il a mal été effectué, ou parce qu'il contrevient à un certain nombre de principes, je pense notamment à l'interception des écoutes entre les avocats et leurs clients, puisque c'est un sujet qui manifestement perdure et nous navre, on veut toujours chercher à bafouer le travail de l'avocat parce que l'avocat vient amener la contrepartie dans le débat judiciaire et ça peut gêner certaines personnes qui, au lieu de se mettre en retrait et de se dire « je dois instruire à charge et à décharge, donc je vais écouter les uns et les autres et me faire ma propre opinion », ces personnes-là, si elles sont dans une logique qui consiste à considérer que tout avis hors d'elles est un avis nécessairement complice et qu'en plus on viendrait donner la main aux personnes que l'on défend, moi, c'est un chemin sur lequel je ne m'engagerai pas. Mais pourtant, on le voit bien, à travers notamment les pressions sur certains jurys, on le voit bien qu'il y a une proximité ici qui fait que, eh bien, il y a des pressions régulières, il y a des choses qui rendent parfois l'exercice de la justice difficile. Pourquoi est-ce que les avocats seraient exempts justement de ce genre de pression également ? Alors, vous faites sans doute référence au procès qui devait se tenir devant la cour d'assises et qui a été renvoyé, motif tiré de la réception d'une lettre sur les jurés. Bon, le procès a été renvoyé, le président de la cour d'assises a estimé utile... procès de Propriano ou d'une attaque d'un fourgon exactement. blindé, c'est le procès qui est venu en appel. Voilà. La présidente de la cour d'assises a décidé de renvoyer le dossier, notamment pour faire le point sur cette question-là. Bon, des corbeaux, ça existe aussi. L'exemple n'est pas isolé. L'exemple n'est pas isolé. Que les avocats fassent l'objet de pression, à titre personnel, moi j'ai jamais eu quelque pression que ce soit dans l'exercice de ma profession pour une raison qui est très simple. Et je pense que la plupart de mes confrères partagent cette idée. Nous avons une déontologie. C'est-à-dire que si on estime à un moment donné que nous ne sommes pas en capacité d'assurer la défense d'une personne pour des raisons intellectuelles, la meilleure des choses que l'on a à faire, c'est de se retirer du dossier. Et il y aura toujours, il y a quand même plus de 65 000 avocats en France, il y aura toujours un confrère qui sera, lui, en capacité de défendre utilement les intérêts d'une personne. Donc partir du principe que la justice est amputée, est agressée parce qu'il y aurait des pressions, alors en Corse comme ailleurs,
Bien sûr. En Corse comme ailleurs. Moi, je refuse l'idée qui consiste à dire en Corse, c'est insupportable, on y suffoque. C'est d'ailleurs le sens du bouquin Juge en Corse. Je veux dire, des pressions sur l'ensemble du territoire national. J'imagine qu'il doit y en avoir sur des jurés, sur des policiers, sur des avocats, sur des magistrats, pourquoi pas. Mais j'ai pas le sentiment, puisque c'est l'idée en filigrane qui se dégage du bouquin Juge en Corse, qu'on serait face à un système Cosa Nostra à la sicilienne, où on viendrait à 6 heures du matin nous mettre un calibre dans la bouche pour aller nous empêcher de plaider. Je crois qu'il faut savoir garder de la mesure, et je constate avec une forme non pas d'amertume, mais j'allais dire de sourire magagnose, que Jean-Michel Verne s'est fourvoyé dans une brèche pour l'alimenter, et cette brèche n'a manifestement aucun intérêt. Est-ce que ça ne justifie pas aussi le fait que, dans la prochaine réforme de la justice, que les cours d'assises deviennent les jurés soient supprimés et qu'on en vienne à des jurés professionnels? Moi, je n'y crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que la justice est toujours rendue au nom du peuple. Et il faut qu'à un moment donné, le peuple ait accès, directement ou indirectement, à son institution judiciaire. J'observe d'ailleurs que dans un certain nombre de systèmes juridiques qui ne sont pas les nôtres, vous avez, y compris pour des affaires civiles de base, des jurys qui sont réunis. Bon. Donc le fait que des personnes, monsieur et madame tout le monde, viennent se prononcer sur une situation ne me choque pas en soi. Le fait en revanche qu'on veuille les enlever de ces situations-là m'interpelle, ce d'autant que dans les affaires que le projet de loi de programmation de la justice envisage de soustraire aux cours d'assises, vous avez des dossiers où les notions de pression qui sont plutôt liées aux affaires de banditisme et de terrorisme sont totalement absentes. Ce sont les crimes, on va dire, de mœurs, les viols, pour ne pas les citer, voire... Jusqu'à 20 ans de prison, quoi. Oui, mais un viol. Hein. Et dans ces hypothèses-là, je ne vois pas en quoi ceux qui participent au contrat social devraient, pour des raisons qui ne nous sont pas expliquées, être soustraits aujourd'hui. Le contrat social, il faut qu'on le partage tous. Il n'y a pas à un moment donné une caste qui s'appelle l'institution judiciaire qui va tenir ce contrat social et va dire... Alors pourquoi cette réforme? C'est pas uniquement pour des raisons financières, là. Oui, je le crois profondément. Je le crois profondément lorsque vous avez l'ensemble de la profession d'avocat au niveau national, l'ensemble des syndicats de magistrats, l'ensemble des syndicats de greffiers et personnels de justice, l'ensemble des acteurs de terrain, parce que l'institution judiciaire compte aussi des acteurs de terrain, vous explique, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour 1 000 € de dépenses publiques, c'est 4 €. Sur les impôts, on consacre, je crois, la bagatelle de 60-65 € par an, par habitant, à l'institution judiciaire, lorsque l'Allemagne en consacre le double, la Suisse quasiment le triple. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien se poser la question. Alors, on va venir vous dire, oui, mais bon, regardez, au moins nous gérons bien l'institution judiciaire, elle coûte moins cher aux Français. Oui, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre, alors que dans tout système démocratique, vous avez un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et une autorité judiciaire. Il faut juste expliquer pourquoi Jean-Michel Albertine dit que ça coûte cher ou moins cher, parce qu'effectivement, un juré, il faut convoquer, il faut défrayer, il faut envoyer des huissiers, c'est lourd, effectivement. On met 3 magistrats qui sont quelque part dans le palais de justice, ils descendent, et l'affaire est jugée. Moi, je voudrais revenir juste un petit peu sur l'affaire qui concerne M. Casals. C'est plutôt rassurant, finalement, par rapport à ce que dit notre ami Jules Verne là, dans son bouquin. C'est plutôt rassurant parce que... Vous tenez à Jules, vous, hein. J'adore Jules. Surtout Jules Nicole, qui joue très bien de l'accordéon aussi. Et donc, non, c'est rassurant dans le sens où les magistrats, qu'est-ce qu'ils disent dans ce bouquin? Ils disent les avocats d'Ajaccio, belle robe. Oui, sauf qu'ils n'ont, à ce moment-là, ils n'ont agi en rien. Ça veut dire qu'ils ont laissé filer. Ils ont ouvert aucune procédure, aucun article 40 ou autre. Ils sont magistrats, ils n'ont pas besoin de l'article 40, par ailleurs. Donc là, finalement, eh bien, ça veut dire que ça fonctionne. Il y a une suspicion de problème avec un avocat sur un accompagnement d'une affaire. Eh bien, le parquet d'Ajaccio, les juges s'en saisissent et on ouvre... Voilà, il y a une confrontation, c'est le fonctionnement de la justice normale, c'est pas la littérature. Eh bien, ce sera la conclusion de cette partie-là.
Passons à la troisième. On change de thème pour parler de politique. Cette intervention du député de la Corse du Sud, Jean-Jacques Ferrare, à l'Assemblée nationale lors des séances des questions orales. La question porte sur le prix de l'essence, mais c'est surtout la réponse du ministre ou de la ministre qui interpelle. On écoute l'extrait. Ce dimanche 27 janvier, en périphérie d'Ajaccio, le samplon 95 coûtait 1,53 € le litre. Ainsi, ce poste de dépense pénalise lourdement les ménages de l'île, qui ne peuvent absolument pas gérer le quotidien sans avoir recours à leur voiture. Quelle sera la stratégie retenue? Peut-on envisager un dispositif tel qu'il existe outre-mer avec l'arrêté Lurel? À quelle date des mesures concrètes seront-elles mises en œuvre? Je vous remercie. Une étude a été lancée par le gouvernement, effectivement, pour étudier les raisons qui font que, le prix de l'essence à la pompe ne suit pas toujours l'évolution du prix du baril. Et donc, nous avons une réponse à vous apporter, bien sûr, mais je ne l'ai pas aujourd'hui en ma possession. Mais, oui, mais écoutez, on ne peut pas demander au gouvernement de répondre peut-être n'importe quoi, donc je préfère dire la vérité. Voilà. Le ministre n'a pas de réponse, dit Laurent Padavagne. Bon, le prix de l'essence, ça ne fait pas depuis avant-hier qu'on connaît. Comme d'habitude. Que, là aussi, rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Les députés, les représentants de la Corse posent des questions et ont toujours soit les mêmes réponses qui ne mènent nulle part et qui font que les choses finalement tournent en rond, soit, pour le coup, avec une franchise absolument désarmante et assez pathétique, n'ont pas de réponse à apporter, tout simplement. Ça fait quand même... la question de l'essence, comme on le disait, ne date pas d'hier. En plein mouvement des Gilets jaunes, bon, voilà, on n'a toujours pas de réponse sur des questions, alors que le gouvernement, à la limite, pourrait se concentrer sur ce genre de questions bien précises pour ne pas répondre à tout le reste. Bien non, même sur des questions centrales et importantes pour le quotidien des Corses, eh bien, on voit encore une fois qu'on n'a pas de réponse et qu'on n'apporte rien. Jérôme, c'est la marque d'un désintérêt ou... Non, la pauvre, c'est pas sympa. On lui a dit, va répondre toi, moi j'y suis pas. C'est pas sympa parce qu'elle n'avait pas de réponse à donner. Donc voilà, on l'a mise. Mais c'est rigolo parce que ce genre de son en radio, normalement, par exemple, moi je fais de la radio, quand c'est un non-son, c'est une non-information, d'habitude on le passe pas. On se dit, bon, elle n'a rien à dire, donc on ne le passe pas. Sauf que là, on l'a passé pour dire que vraiment, elle n'a rien à dire. C'est quand même inquiétant, parce que de savoir comment se constituent les prix sur un marché qui est un marché transparent, c'est pas le marché noir. C'est pas le marché noir, c'est-à-dire qu'on sait qui devrait être transparent. Non, mais veut dire, on sait, ne serait-ce que par rapport à la réception des TVA, par exemple, par rapport aux chiffres d'exploitation des circuits. On sait très vite, on met 3 étudiants de master d'économie ou de commerce dessus, en 15 jours, ils ont plié l'affaire. Et comment se fait-il que le gouvernement, mais c'est pas ce gouvernement, ça fait combien d'années qu'il y a des rapports? Il y en a eu plusieurs rapports sur le prix de l'essence. On a tous assisté à des conférences de presse, on nous disait, vous allez voir, on fait une étude sur la cherté de la vie, sur l'ADEC, on a fait quelques-unes, on fait une étude sur le transport, on fait une étude, et puis rien ne change, rien ne change. C'est un petit peu ça le fondement des mouvements qu'il y a en ce moment. On sait les choses, on sait qu'il y a des problématiques, ce n'est pas le pauvre pompiste qui est au bout de la chaîne, qui doit lui étendre sa boutique, et en se rajoutant en plus des charges pour fonctionner. C'est vrai qu'avant, on avait un pompiste avec Azomoy, qui était dans un village, il n'avait pas de frais d'exploitation très larges. Maintenant, il fait l'épicerie, il vend des chaussures, des baskets, on s'en sort plus. Mais preuve supplémentaire quand même que les Corses sont particulièrement patients. Ils sont patients. Non, mais particulièrement. On sait lorsque l'on voit les mouvements sur le continent, les manifestations parfois très violentes, je trouve Madame Bourreau a la très réponse. patient. On va lui dire, vous avez la réponse, vous le savez. Ouais. Stéphane Hennet, sur ce sujet? Sur ce sujet, moi je vais pas me prononcer sur le prix de l'essence puisque je le subis comme chacun d'entre nous, d'autant qu'on doit se déplacer régulièrement sur Bastia. Il est à craindre que ce soit symptomatique d'un gouvernement qui, en guise de discussion, pratique le monologue, au lieu d'écouter les autres, s'enferme dans ses certitudes, et lorsque des questions lui sont posées, alors là, vous avez l'exemple flagrant de « je l'ai, mais je vous la donnerai pas ». Et puis, vous comprenez, je travaille, donc j'ai pas eu le temps de vous la produire. Nous avons eu, malheureusement, exactement
les mêmes relations pendant 1 an avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà. Donc il y a effectivement un sujet démocratique qui fait que le prix de l'essence et le prix de ceci et le prix de cela amènent effectivement un certain nombre de personnes à avoir des réactions un peu plus violentes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Mais Macron a dit qu'il devait changer. Il a encore dit à quelques journalistes les promesses n'engagent que jour à l'Élysée. Donc, nous sommes au moins partiellement rassurés. Voilà. Pardon, est terminé. Avant de vous quitter, je vous présente le livre de Christian Mondoloni, Corse, l'indépendance, aux éditions Vincentello d'Istres. C'est une analyse sur le choix de l'indépendance pour la Corse, faite par un des premiers compagnons d'Edmond Simeone. Ecco riviste compio a Velegi e a settimana che bene.